Et voilà, c'est parti. Le recording est lancé. J'espère que vous m'entendez bien. Et je suis très content de vous retrouver euh, sur ce webinaire. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de webinaire d'ailleurs, je me rends compte, même si on fait beaucoup de webinaires avec le Cloud Facile. C'est toujours un plaisir pour moi de faire des webinaires parce que ça me permet aussi d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, idéalement. Généralement, c'est beaucoup plus simple, surtout si on est beaucoup. Donc, je vais lire le chat. J'ai un deuxième écran. Donc, je vais voir un petit peu s'il y a des questions. Et ce webinaire, en fait, on va parler du cours AWS AI Practitioner, donc, qui a été lancé il y a quelques semaines. Donc, c'est un tout nouveau cours. Donc, on va en profiter pour parler de la certification AWS AI Practitioner. Et puis, surtout, si vous suivez déjà d'autres cours que j'ai faits euh, et que vous avez des questions sur ces cours ou sur la suite, ou peut-être s'il y a des questions aussi, des conseils, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. On pourra en parler à la fin. Je sais que parfois, j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn et me disent, mais Amadou, voilà, j'ai fait tel certif, maintenant, vous me conseillez d'aller vers tel certif, par exemple. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre quand je peux. Euh, donc là, on va parler de AI Practitioner. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Amadou Merico. Je suis le fondateur de lecloudfacile.com. Je vais en reparler tout à l'heure, expliquer ce qu'on fait. En termes de parcours, très rapidement, donc j'ai passé plusieurs années chez Amazon Web Services, chez AWS à Paris. Donc, j'étais solution architecte et manager d'une équipe d'architectes solutions. Et un architecte solution chez AWS accompagne des entreprises, des clients dans l'utilisation des services AWS et dans le déploiement en utilisant les bonnes pratiques, ce qu'on appelle le well architected. J'ai passé plusieurs années chez AWS avant de fonder le cloudfacile.com qui est une EdTech. On va en parler tout à l'heure. À côté de cela, je suis également AWS Authorized Instructor. C'est tout simplement, on va dire, les formateurs officiels, officiellement reconnus par AWS. Donc, je suis autorisé à donner des formations officielles par AWS. Je suis également sur Udemy et j'ai la chance d'avoir plusieurs cours qui sont classés parmi les meilleures ventes et je vous remercie énormément pour ça. Hein. Je vois des gens, des noms que je connais et puis des gens qui disent qu'ils suivent mes cours sur Udemy. Et je n'aurais jamais pensé faire des cours sur Udemy d'ailleurs. Hein. C'est par hasard que j'ai commencé à faire cela. Et j'ai commencé par un premier cours qui a très bien marché. D'ailleurs, pas un cours, qui était plutôt une formation que j'avais enregistrée et que j'ai mis sur Udemy. Et puis, je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup et que ça aidait énormément de gens. Et que surtout, en fait, il n'y a pas assez de contenu de qualité en français sur des sujets techniques ou technologiques. Et ça m'a encouragé à aller beaucoup plus loin, à créer d'autres cours. Merci beaucoup, Hicham, pour le feedback. C'est très apprécié. Et je suis également initiateur, en tout cas, je fais partie des initiateurs de la Journée du Cloud. C'est la plus grande web conférence dédiée au cloud en Afrique, qui a lieu chaque année au mois de juin. Cette année, on a eu plus de 1000 participants sur 35 pays. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on souhaite démocratiser l'apprentissage du cloud et des nouvelles technologies. On veut que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde de se former au cloud, au DevOps, à l'IA. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est très simple à dire, mais dans la réalité, effectivement, ça demande énormément de travail au quotidien. Et je remercie d'ailleurs les équipes qui sont présentes ici, les équipes de LCF, les coachs et toute la communauté, en fait, qui nous permet de continuer et puis d'avancer dans cette mission-là. Alors, si on n'est pas connecté sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'en rajouter. C'est toujours un plaisir pour moi d'accepter toutes les connexions. Je les accepte quasiment tout le temps. Et puis, si vous réussissez une certification, c'est toujours un plaisir pour moi aussi, quand vous me taguez, de réagir. Et les messages, j'essaie de répondre dès que je peux. Donc voilà, je reçois beaucoup de messages, mais dès que je peux, j'essaie aussi de répondre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me rajouter. Le cloudfacile.com, c'est important que j'en parle parce que tous les cours que je fais sur Udemy sont également présents sur le cloudfacile.com.
Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une EdTech qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Et en fait, il y a un site, hein, vous tapez lecloudfacile.com, vous tombez dessus. Et en termes d'activité, donc on fait du e-learning, c'est-à-dire on a des cours sur cette plateforme, des cours sur AWS bien entendu, mais pas que. On a vraiment des coachs qui viennent d'un peu partout en fait, qui veulent créer de l'impact et qui créent des cours. Ça peut être des cours payants, ça peut être des cours gratuits, ça peut être sur du cloud, sur du Docker, du DevOps. Donc faites un tour si vous avez, si vous connaissez pas. Et on essaie d'avoir le maximum de cours en français et très, très accessible en fait pour tous. On fait également des formations, donc on donne des formations déjà sur la partie cloud et AWS, mais également sur tout ce qui est DevOps et IA, on va en reparler tout à l'heure. Donc quand je dis formation, donc, il y a deux choses, il y a les coachings. Donc coaching, c'est généralement des particuliers qui veulent se former parce qu'ils veulent faire avancer leur carrière dans le DevOps ou dans le cloud, par exemple. Donc, on les accompagne à se former ou à se certifier. Et puis, les formations, là, c'est plus pour les entreprises. Donc, on va travailler avec les entreprises, les accompagner à former leurs collaborateurs. J'ai commencé à parler du coaching, justement. Donc, on fait du coaching pour préparer et passer les certifications AWS, notamment Cloud Practitioner ou SaaS Associate. Si jamais il y a des questions dessus, voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Donc là, il y a un petit typo, hein, c'est formation, c'est pas formation B. Désolé pour ça, mais c'est formation@lecloudfacile.com. Et effectivement aussi faites un tour sur le site, hein. Je pense que je l'ai ouvert. Voilà, il ressemble à ça en fait. Je l'avais ouvert pour le coup. Voilà. Hop. Je l'avais préparé parce que je vais en parler tout à l'heure. Et donc, il ressemble à ça. Et vous allez retrouver pas mal d'onglets, en fait, hein, qui vont reprendre ce que je viens d'expliquer. D'accord? On est également partenaire AWS. Donc, on est très content d'être un partenaire officiel d'Amazon Web Services. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on est autorisé à donner officiellement des formations du catalogue officiel d'Amazon Web Services. Et du coup, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés. Merci pour cela. On va parler du cours AWS AI Practitioner, mais avant cela, effectivement, je pense que certains d'entre vous connaissent le cours AWS Certified Cloud Practitioner, qui est un cours qui permet de préparer la certification Cloud Practitioner, qui est d'ailleurs classé meilleure vente sur Udemy. Je ne sais plus à combien d'heures dedans, il y a peut-être un peu plus de 25 heures, je ne me rappelle plus. Mais on voit que généralement, les gens qui prennent le cours, qui le suivent jusqu'à la fin, ça se passe très bien à la certification. Donc, si vous faites tous les quiz, les examens pratiques, que vous lisez toutes les fiches qui sont dedans, normalement, ce n'est pas compliqué. Ça devrait bien se passer pour vous à l'examen de certification. Donc, ce cours, il est disponible sur Udemy et LCF. Et partant de là, en fait, les gens qui suivaient ce cours ensuite nous disaient, moi, et là, et s'associer, alors, quand est-ce que vous faites un cours? Voilà, je vais juste muter. N'hésitez pas à vous muter, hein, on est beaucoup. Si jamais c'est possible pour vous. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un deuxième cours, donc la SA Associate. Ah, j'en ai un autre. Voilà, que j'ai muté. Abdelkarim, n'hésite pas à m'aider, voilà, sur le chat pour muter si possible. Et Kadiatou aussi, si elle est là. Voilà. Et il y a ce cours et sa associate, en fait, qui permet tout simplement de préparer la certification AWS Associate. Et cette certification, elle est... Alors, je n'arrive pas à muter Alassane Gelbeogo. Désolé si je prononce mal. On n'a pas le droit de muter. OK. Donc, si Alassane, voilà, merci beaucoup, Alassane. Merci beaucoup. Donc, la certification AWS Certified Solution Architect Associate, elle permet de préparer cette certification et s'associer. Pour moi, c'est l'une des plus belles certifs
quand même, hein. Pourquoi? Parce que déjà, il n'est pas facile à avoir. Alassane, merci hein, pour le coup. Faut pas pleurer. Merci. Donc, la SA Associate, elle est pas facile à avoir, hein. Autant la Cloud Practitioner, on peut la préparer assez rapidement. La SA Associate, ça demande quand même de passer du temps, de sortir du cours, de pratiquer, de s'intéresser quand même à AWS. Et ce qui est tant mieux, en fait, hein, parce que généralement, quand on veut la passer, ça veut dire qu'on souhaite aller beaucoup plus loin au niveau professionnel avec AWS. D'accord? Et je pense que ça demande quand même plusieurs mois de préparation. Sauf si au quotidien, vous faites déjà du AWS, vous êtes déjà dans ce quotidien-là. Et puis à ce moment-là, effectivement, la S associée vous permet de structurer votre connaissance, de compléter votre connaissance pour pouvoir aller passer à réussir l'examen. Mais c'est largement faisable. Et vous allez apprendre énormément de choses en préparant cette certification-là. Donc, si vous avez la Cloud Practitioner, n'hésitez pas à regarder la SA Associate hein, pour le coup. Et si vous êtes en train de suivre le cours, n'hésitez pas à nous partager les feedbacks. Et ça me permet d'introduire la certification AI Practitioner dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est une certification qui a été lancée en 2024. Donc, c'est très récent, en fait, hein. La plupart des autres certifications existent depuis beaucoup plus longtemps, en fait, chez AWS. Et celle-là, elle a été lancée, tout simplement, avec l'accélération de tout ce qui est IA, Generative AI. Donc, c'est pour ça que AWS l'a lancé. Et puis, j'ai mis le lien, d'ailleurs, de l'annonce de cette certification dans le chat pour ceux qui sont curieux. Et comme vous le voyez, en fait, c'est une certification de niveau foundational. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'être data scientist ou ML ingénieur. Vous n'avez pas besoin de ce background pour préparer et réussir cette certification. Personnellement, je n'ai pas ce background. J'ai plutôt un background IT, un peu de data, parce que j'ai fait de la data dans une boîte qui s'appelle Talend, qui a été rachetée depuis par Click. Par contre, tout ce qui est AI, en fait, c'est quelque chose que je regardais d'assez loin, jusqu'à ce que je commence à regarder, peut-être assez récemment, peut-être pendant l'été, en me disant que ça peut aider mes apprenants, en fait. Et donc, je partais quasiment de zéro sur ce sujet IA, et j'ai quand même pu créer un cours et puis passer et réussir la certification AI Practitioner. Donc, si ça peut vous rassurer, encore une fois, s'il y a une chose à retenir de cette présentation, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en machine learning, vous n'avez pas besoin de base en statistique, en mathématiques pour cette certification. En plus, vous allez apprendre énormément de choses. D'accord? Les certifications AWS de façon générale, donc juste un refresh hein, pour ceux qui ne savent pas. Et j'en parle chaque fois dans mes cours, je commence par ça d'ailleurs. Actuellement, parce que ça peut changer, on a deux certifications de niveau foundational. Donc, généralement, c'est des certifications qui ne vont pas être très compliquées à préparer et à passer. Donc, c'est relatif, hein, parce que peut-être quelqu'un va me dire, mais c'est très compliqué pour moi, parce que potentiellement, voilà, ça lui demande beaucoup d'efforts, et ce que je peux comprendre. Et alors, ce que je dis ça, c'est par rapport aux autres certifications. Et dans ce niveau foundational, en fait, on a la Cloud Practitioner et la AI Practitioner Foundational. D'accord? On n'a pas forcément besoin d'être technique pour préparer et réussir ces certifications. Donc, on peut être plutôt avec un background commercial, par exemple. Et j'en ai vu hein, pas mal de commerciaux ou marketing qui ont pu préparer et réussir ces certifications. Bon, généralement, il faut un vernis IT à minima pour comprendre c'est quoi un serveur, c'est quoi le web, voilà, ce genre de choses, les protocoles. Et puis ensuite, si vous avez un bon cours de préparation, que vous le suivez très bien, à la fin, ça doit très bien se passer. D'accord? Vous avez les certifications de niveau associate. Donc aujourd'hui, on a elle s'appelle CloudOps maintenant, SysOps, anciennement en fait, maintenant ça a été renommé CloudOps Ingénieur Associate. Donc là, on sera plutôt sur tout ce qui est opération dans le cloud, tout ce qui est monitoring, surveillance, ce genre de choses. Développeur associé, donc plutôt pour les profils développeurs, si on peut dire. Et ça associate, plutôt orienté architecture.
Donc, ce n'est pas juste pour les architectes, hein, c'est trompeur. Moi, je le recommande pour tout le monde, quel que soit votre profil et votre rôle, parce que vous allez apprendre énormément de choses. Data ingénieur associé, plutôt orienté à services et solutions data, et ML ingénieur associé, qui est plutôt orienté machine learning. D'accord? Donc, généralement, celle-là, ça va vous demander un peu plus d'efforts, donc plusieurs mois de préparation pour les avoir, pour les préparer et les réussir en termes d'examen. D'ailleurs, quand j'étais chez AWS, la SA associée, celle-ci, on l'a demandé au bout de 3 mois aux architectes qui nous rejoignent. Donc, au bout de 3 mois, il fallait qu'ils aient la SA associée. Mais eux, c'était leur quotidien, quoi. Ils faisaient que ça. Parce que leur boulot, c'était d'être solution architect chez AWS, pour le coup. D'accord? Ensuite, il y a les professionnels. Il y a la solution architect, la DevOps et la générative AI développeur. Donc, celle-là, elle est nouvelle. Elle a été lancée en bêta il y a quelques jours ou quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle est très, très neuve, quoi. Celle-là et celle-là, elles existent depuis un bon moment. Elles sont très dures, honnêtement. SA Pro et DevOps Pro. Parfois, j'ai des apprenants qui me disent: ah, mais je viens d'avoir la SA Associate, maintenant je vais me lancer dans la SA Pro. Bon, je leur dis peut-être pas tout de suite, essayez de faire d'autres associés quand même et de prendre de l'expérience avant d'aller vers la SA Pro. Pourquoi? Parce que ça demande de l'expérience. Et puis les questions à l'examen, elles sont quand même, c'est des coupes à verre en fait, hein. Déjà, juste le temps de lire la question, il y a beaucoup de temps qui va passer. Et puis, c'est bien d'avoir les autres certifications parce qu'en passant les autres certifs, ça permet de commencer à préparer la SA Pro, par exemple. D'accord? Et il y a les specialties. Peut-être qu'il en manque, j'espère que non, mais les specialties, c'est vraiment des certifs qui sont orientés dans des domaines particuliers. S'il y a des gens qui font réseau dans la salle, je ne sais pas s'il y a des experts réseau, il y a la networking speciality, il est très dur. C'est très orienté réseau, BGP, VPC, VPN, Direct Connect, ce genre de choses, quoi. La machine learning speciality, je pense qu'ils l'ont dépréciée. Et je pense qu'ils vont bientôt la retirer, si je ne dis pas de bêtises. Et la security speciality, que j'avais passé, que je dois repasser, j'avais beaucoup aimé parce que c'est très, très orienté KMS, Cloud HSM, tout ce qui est service de sécurité, quoi. Et puis, ça permet quand même de comprendre comment marche la sécurité dans le cloud AWS. Alors, il y a des questions. Merci beaucoup, ami Diogo. N'hésitez pas à mettre les questions dans le chat, d'ailleurs. AWS AI Practitioner est exclusivement lié au service AWS ou bien c'est plus général? Je vais vous montrer ça. C'est tourné vers le cloud AWS, mais il va y avoir des notions qui sont des notions générales. Je m'explique. Tout ce qui est RAG, Foundation Model, Machine Learning, Deep Learning, c'est des notions générales. Ce n'est pas spécifique à AWS. Il faudra les comprendre. D'ailleurs, le cours, il va aborder ces notions-là pour que vous les compreniez. Par contre, quand il s'agit de services, effectivement, ça va être les services AWS qui vont s'appuyer sur ces notions-là, en fait, pour le coup. D'accord? Alors, j'ai une question qui est un peu longue. Je vais voir si je réponds tout de suite ou pas. Je suis votre cours practitioner, mais étant actuellement en poste, j'essaie de progresser comme je peux tout en prenant des notes. Cependant, j'ai l'impression qu'en avançant, j'oublie certains services. Ma question est donc, que me conseillez-vous pour apprendre plus rapidement? Et selon vous, combien de temps me faudrait-il pour passer la certification? Euh, je vais répondre à la question. J'ai un slide dessus, Edem, où je, où je donne des conseils pour préparer, réussir les examens de certification. Et puis, ce qui peut être bien, c'est de réviser en même temps que d'autres personnes. Ça aide en fait, parce que préparer une certif tout seul, il faut être motivé, quoi. Parfois, on n'a pas le temps entre le boulot, la famille, c'est compliqué, quoi. Et si jamais vous avez des compagnons de révision, ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, dans notre communauté WhatsApp, pour ceux qui sont dedans, en fait, on peut partager le lien. Abdoukarim, si tu as le lien, n'hésite pas, sinon je le ferai après. Je pense qu'il y a des apprenants qui se sont constituer un groupe d'apprentissage, un groupe de révision, justement pour se motiver. Voilà. Et l'idée, c'est que je pense qu'ils se sont donnés jusqu'à fin décembre pour réviser ensemble et réussir l'examen. Donc, on va vous partager le lien, Edem, si ça peut vous aider.
N'hésitez pas à mettre les questions, encore une fois, hein, j'adore les questions, surtout celles auxquelles je ne sais pas répondre. Mais bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions quand même. Maintenant, si on fait un focus sur la AI Practitioner, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est la certification qui est destinée aux personnes qui peuvent démontrer leur connaissance globale des technologies IA, machine learning et IA générative. Vous n'avez pas besoin d'être data scientist, vous n'avez pas besoin de background en mathématiques, en statistiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un, d'être motivé, deux, d'avoir un bon cours, et puis trois, je conseille quand même d'avoir des connaissances de base sur AWS. D'accord? Je devais en reparler lorsque je vais parler des prérequis. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous préparez cette certif-là, il va y avoir des notions sur le cloud AWS, sur les régions, les easy. Et ça, c'est mieux en fait si vous les connaissez déjà. Comme ça peut vous permettre de vous concentrer directement sur les parties que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire le deep learning, le machine learning, les foundation models, pardon, Amazon Bedrock, les services AWS IAML, par exemple. D'accord? Alors, ce que je mets ici, en fait, c'est extrait de, et je vais vous le montrer, c'est le guide officiel de l'examen, en fait. Hein. Donc, c'est extrait de, c'est pas ça. Alors, est-ce que je l'ai quelque part? Voilà, donc c'est extrait de ça, de ce guide-là, guide de l'examen. Et ce guide de l'examen, vous pouvez le retrouver directement sur le site de la certification. Donc, si vous tapez AWS AI Practitioner, le premier lien qui apparaît, vous cliquez dessus. Et donc, ça, c'est la page officielle de l'examen. D'accord? Je vous conseille de la lire, d'ailleurs, cette page-là. Donc, ça explique l'examen. On voit que ça dure 90 minutes, 1h30, qu'il y a 65 questions. Il coûte 100 dollars. Donc, il faut un voucher d'une valeur de 100 dollars. Et puis, si vous descendez ici, vous avez consulté le guide de l'examen. Et vous cliquez dessus. Vous retrouvez le document, le PDF que je viens de vous montrer. Et vous verrez qu'ici, en fait, effectivement, il explique ce que le candidat doit avoir comme compétences, comme expérience, etc., etc. OK? Donc, qu'est-ce qu'il dit le guide d'examen? Le candidat doit avoir jusqu'à 6 mois d'expérience des technologies IA et machine learning. En fait, c'est pas obligatoire. Potentiellement, moi, quand j'ai créé le cours et que j'ai réussi la certification, je n'avais pas 6 mois d'expérience. Comme je vous disais, si vous avez un bon cours et que vous êtes motivé, en fait, voilà, ça se fait assez rapidement. Quand je dis rapidement, peut-être en 4 à 8 semaines, si vous suivez le cours et que vous faites tout ce qu'il faut faire, en fait, et que vous lisez les fiches et que vous faites les practice exams, ça doit très bien se passer parce que l'examen de certification n'est pas très compliqué, en fait, hein, pour le coup. Ça reste au niveau foundational. D'accord? Le candidat cible utilise des solutions d'IA et de machine learning sur AWS, mais ne les développe pas nécessairement. L'examen valide la capacité d'un candidat à effectuer les tâches suivantes, donc comprendre les concepts, méthodes et stratégies d'IA, de machine learning et d'IA générative. Donc oui, ça c'est important, on va le voir dans le cours. On va définir ce qu'est le ML, l'IA, le deep learning, ça c'est important. L'IA générative, qu'est-ce que c'est? L'IA générative dans AWS, c'est quoi en fait? C'est quoi Bedrock, Amazon Bedrock, à quoi il sert en fait, c'est quoi SageMaker, il y a pas mal de SageMaker aussi qui va revenir, on va en reparler tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas de ce domaine-là, c'est peut-être la partie SageMaker qui va être la partie un peu plus, qui va vous demander un peu plus d'efforts, on va dire, mais c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc le candidat doit comprendre l'utilisation des technologies IA et IA générative, les types de technologies également, les cas d'utilisation, les algorithmes. C'est quoi un algorithme supervisé, semi-supervisé? C'est des choses qu'on va aborder. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans le cours. Responsible AI. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va venir à l'examen. D'ailleurs, je dois encore publier des vidéos sur ce sujet-là, pour le coup. Je pense qu'il y a un apprenant qui m'avait dit que c'est quelque chose qui manquait. Gardez en tête que c'est quelque chose qui va venir à l'examen. Le responsible AI, c'est quoi? C'est tout un ensemble de principes, en fait, qui visent
à faire en sorte que on va développer des modèles de machine learning ou des modèles d'IA qui vont être responsables, qui vont être inclusifs, qui vont pas être discriminatoires, par exemple. C'est ce genre de choses, en fait, qui vont être abordées dans cette partie-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font sens, en fait, même sans les voir, même sans les apprendre. Si vous avez une question là-dessus, généralement, bon, vous allez dire, OK, la bonne réponse, ça doit être ça, en fait. Effectivement, au foundation model, il ne doit pas faire de discrimination, par exemple. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà, je pense, une partie des réponses. Maintenant, l'autre partie des réponses, c'est ce qu'on va essayer de vous donner dans le cours de préparation. OK? L'examen dure 90 minutes, donc on peut le passer dans un centre d'examen ou depuis chez vous. Moi, je l'ai passé depuis chez moi. On peut le passer aussi dans un bureau, par exemple. Il suffit de s'assurer que vous êtes au calme, que vous avez une bonne connectivité Internet pour le coup. Donc, c'est ça l'avantage des centres d'examen, c'est que tout est déjà sécurisé, on va dire. Alors que si vous êtes chez vous, il faut vous assurer qu'il n'y a pas les enfants, que la connectivité Internet elle est OK, etc. etc. OK. Le format des questions-réponses, c'est un peu comme la Cloud Practitioner, en fait. Hein. Il y a des QCM, mais il y a également une nouveauté. Il va y avoir des questions où il faut faire ce qu'on appelle une sorte de mapping, c'est-à-dire on va avoir peut-être des concepts et puis des réponses ici, et puis il faut faire les bonnes associations. Peut-être dire, euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Service de machine learning, SageMaker, service de reconnaissance d'image, Recognition, voilà, faire ce type d'association-là en fait. Donc il y a quelques nouveautés, mais honnêtement, rien de très compliqué. Si vous avez bien préparé l'examen, c'est des questions que vous allez facilement pouvoir répondre. D'accord? Et la bonne nouvelle, alors je dis que c'est une bonne nouvelle, mais après ça va dépendre de tout un chacun en fait, hein, c'est que l'examen est disponible en français. Le cours que j'ai fait, il est en français ou en franglais. En franglais, ça veut dire quoi? C'est qu'il est en français majoritairement, et puis il y a des termes en anglais. C'est un petit peu le style que j'essaie d'avoir pour le coup, pour vous aider, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, ou peut-être même pour ceux qui sont à l'aise en anglais, mais qui sont natifs en français et qui veulent comprendre très vite, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des cours en franglais. Il se trouve que l'examen de certification AI Practitioner est disponible en français et en anglais. Personnellement, je l'ai passé en français. Donc, il peut y avoir des questions où, en français, si on a l'habitude de l'anglais, on va se dire, bon, OK, c'est un peu bizarre comme énoncé, en fait, pour le coup. Mais rassurez-vous, si vous choisissez en tout cas de le passer en français, à tout moment pendant l'examen, il va y avoir un bouton. Je pense que c'est écrit English ou anglais, quelque chose comme ça, qui vous permet de traduire la question en anglais. Donc, je répète, si vous choisissez en français, de passer l'examen en français, quand la question va apparaître, elle sera en français, mais à tout moment, vous pourrez cliquer sur ce bouton pour dire je veux voir la version en anglais. Et donc, ça permet de basculer entre les deux. Et je l'ai pas mal utilisé pour ma part. Alors, est-ce que l'inverse est vrai? Je ne sais pas. Si vous choisissez anglais, est-ce que vous aurez un bouton qui vous dit français, par exemple? Je ne sais pas. Je n'ai pas testé. D'accord? Alors, je regarde s'il y a des questions. Pas de questions jusque-là. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Est-ce que mettez des pouces si c'est OK pour vous? OK, Oussama, Amadou? OK, super. Vous êtes toujours là? Bon, bah top. Bon, on va continuer alors. Ousseinou, super. Salut Ousseinou. Euh, le cours, qu'est-ce qu'il y a dans le cours? Ce que vous allez apprendre. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le cours. Ensuite, je vous montre le cours. Merci beaucoup pour les pouces. Dans le cours, ce que j'aborde, les bases de l'IA. C'est quoi l'IA? C'est quoi le machine learning? C'est quoi l'IA générative? C'est quoi les cas d'usage? Vachement important de comprendre les cas d'usage. Hein. On va faire du chat, des chatbots, on va faire de la reconnaissance d'images, etc., etc. C'est quoi le cycle de vie du machine learning? Ça aussi, c'est vachement important. Donc, ça part de définir le projet, le business case, aller chercher les données, ensuite entraîner le modèle de machine learning, faire le tuning d'hyperparamètres, faire l'évaluation de modèles, le déployer,
faire l'inférence, et puis monitorer, et puis refaire la boucle. Donc, ça va être ça, le cycle de vie. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être important de comprendre. L'IA générative sur AWS, donc on va parler de Foundation Model, on va parler des fournisseurs aussi, des Foundation Model, Anthropic, Amazon, OpenAI, voilà. Les LLM, c'est quoi? Les RAG, c'est quoi? Les agents, c'est quoi? Et puis, on va parler aussi de services AWS autour de l'IA. Donc, c'est peut-être des services que vous connaissez déjà, hein, pour le coup. On va parler de recognition, par exemple. On va parler d'extract, de translate. Donc, c'est plus les services de haut niveau, hein, où là, effectivement, le service, il est déjà packagé. On va directement l'utiliser. D'accord? euh, En termes de prérequis, encore une fois, je vous conseille, si c'est possible pour vous, en fait, d'avoir déjà des connaissances de base. Donc, si vous avez déjà suivi le cours AWS Cloud Practitioner, que vous soyez certifié ou pas, ça va vous permettre d'aller plus vite avec l'AI Practitioner. Donc, personnellement, je n'ai pas passé du temps sur EC2 ou IIM, ce genre de choses, parce que j'avais déjà ces bases-là. Donc, c'est pareil pour vous. Si vous pouvez avoir déjà ces bases-là sur un accélérateur, si vous ne les avez pas, je les ai inclus à nouveau dans le cours. Pour ceux qui n'ont pas ces bases-là, en fait. Comme ça leur évite quand même peut-être d'aller acheter un deuxième cours s'ils n'ont pas envie. Mais voilà, je recommande ces bases-là. Pas de prérequis ou pas de base requise en IA ou ML. Et idéalement, un compte AWS pour recommander. Parce qu'un compte AWS est recommandé pour pratiquer. Parce que quand on pratique, c'est beaucoup plus simple pour comprendre les notions, tout simplement. C'est pas obligatoire, mais bon, je pense que c'est vachement mieux quand même, pour le coup. OK. Maintenant, on va regarder le cours en tant que tel. Alors, le cours, il est disponible sur le Cloud Facile et sur Udemy. Combien ça coûte un compte AWS? La création du compte AWS, c'est quelque chose de gratuit. Je pense que maintenant, actuellement, quand vous créez un nouveau compte AWS, vous allez avoir des crédits. Je ne sais plus c'est combien, c'est peut-être $200, si quelqu'un peut confirmer dans l'audience. Je ne l'ai plus en tête. Mais ça permet $100. Oussama, ok, merci beaucoup. 6 mois, $100 pendant 6 mois. Super, merci Oussama. Donc ça permet de tester gratuitement pas mal de services, quoi, hein, pour le coup. Mais après, il faut faire attention à ce qu'on démarre, bien entendu. Il ne faut pas aller démarrer les grosses instances EC2 ou ce genre de choses-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, coucou. Et si les autres, vous avez aussi des compléments, des réponses, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Donc, le cours est disponible sur la plateforme LCF. Donc, le Cloud Facile, donc il est là, AWS AI Practitioner. Il y a aussi un examen pratique qui a été fait par l'équipe, par Coach Kébé d'ailleurs. Il s'appelle, je pense que vous devez le connaître. Donc, ça permet de suivre le cours. Et si vous souhaitez aller plus loin en termes de préparation, si vous souhaitez avoir des examens pratiques, il y a également des examens pratiques qui sont disponibles. Et je remercie l'équipe, Coach Kébé, et puis Abdou Karim aussi, qui est connecté et qui est le responsable plateforme et qui a fait en sorte que le cours soit disponible sur la plateforme pour ceux qui sont sur le cloudfacile.com. D'accord? Le cours est également disponible sur Udemy. Alors, pour ceux qui veulent le trouver, si vous allez sur Udemy, vous cherchez AWS par exemple, voilà, il est là en fait. Donc il est dans la partie nouveau et populaire. Pour le moment, les feedbacks sont très positifs et je vous remercie pour ça. Et quand vous cliquez dessus, une fois que vous l'avez acheté, hein, pour le coup, donc là, on peut voir le contenu. Donc dans la section 1, donc là, en fait, c'est vraiment la présentation que je viens de faire. Donc je m'introduis, j'explique la certification. Il y a des ressources à chaque fois que j'essaie de mettre. Donc c'est assez pratique, comme ça vous permet de cliquer et puis de voir un petit peu les ressources qui sont utiles. Ça, on va en reparler. J'avais une question tout à l'heure sur OK, comment je fais pour réussir l'examen. Donc, on va en reparler. Ensuite, on parle d'IA. On fait une introduction à l'intelligence artificielle. On explique ce que c'est. On explique les différents domaines de l'IA. Parce que dans l'IA, en fait, il y a
on retrouve le machine learning, on retrouve le deep learning. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi à connaître et à comprendre, pour le coup. Ce qu'il y a aussi, et je pense que c'est également disponible sur leur plateforme lecloudfacile.com. C'est pas ça que je voulais montrer. Est-ce qu'il y en a? Voilà. Dans ce cours, et c'est quelque chose de nouveau que j'ai ajouté dans ce cours, hein, par rapport aux autres cours, il va y avoir des petits résumés en plus que vous pouvez lire. Donc, généralement, c'est des petits textes, en fait, hein, qui permettent un petit peu d'avoir un format différent. Parce que Udemy, c'est très vidéo, en fait, hein. Donc là, si je clique ici, par exemple, vous allez voir, hein, c'est une vidéo, il y a les sous-titres, tout ça, c'est très bien, mais on sait qu'il y a aussi des gens qui aiment bien lire soit les feuilles de révision ou avoir des petits textes qui résument. Donc, il y a certaines vidéos où vous allez retrouver ce genre de texte, en fait, que vous pouvez venir et lire tranquillement, en fait, pour le coup. Donc, c'est en plus, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est assez sympathique. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez, quoi. D'accord? Alors, je vais juste faire quelque chose. Je pense que ça va être plus simple pour vous montrer le contenu de chaque. Voilà, on va faire comme ça. Je vais vous montrer les slides, ça va être plus simple. Euh, Est-ce que ça partage ou pas? Ouais, ça partage. Donc, dans le premier module, Introduction à l'IA, on parle de quoi? Donc, on parle de l'IA, on explique les différents domaines et sous-domaines de l'IA, en fait, hein. Donc, on a machine learning, deep learning, et dans deep learning, on a generative AI, donc on définit tout ça, pour le coup. Ensuite, on parle de machine learning 101, donc on explique ce que c'est, ce que ça apporte, le processus, les données d'entraînement, pour le coup. Donc, je vais passer rapidement, hein. Les données d'entraînement, on explique aussi quelques concepts autour des données d'entraînement. Les training data, c'est quoi? C'est tout simplement les données à partir desquelles on entraîne les modèles de machine learning en utilisant des algorithmes pour ça. On explique également les notions de features et de labels. Ça, c'est vachement important parce que dans toute la suite du cours, on va parler de features, on va parler de données labellisées ou qui ne sont pas labellisées également. Donc ça, on passe du temps là-dessus. J'essaie de mettre pas mal d'images aussi pour que ça soit sympa quand même, pour le coup. Il y a pas mal de photos de chats aussi, donc vous le verrez en fait, hein. Données structurées, semi-structurées, pas structurées. Donc on explique ce que c'est également. Ensuite, on passe du temps sur les techniques d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est très important. Et quelqu'un qui posait la question tout à l'heure en disant, est-ce que c'est les services AWS, les services IA d'AWS ou c'est tous les services de façon générale. J'ai expliqué qu'il y a des concepts en fait qui ne sont pas spécifiques à AWS et les techniques d'apprentissage, là pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à AWS. On va avoir la notion de supervised learning, unsupervised learning, self-supervised learning, reinforcement learning. Et encore une fois, il ne faut pas que ça vous fasse peur si ça ne vous parle pas. Moi, ça ne me parlait pas spécialement il y a 4 mois. Mais honnêtement, si vous suivez les vidéos et que vous suivez le cours, vous allez très bien comprendre de quoi on parle en fait. Vous allez comprendre ce qu'est le supervised learning. Il y a des images, des explications très terre à terre en fait, pour bien comprendre. Le supervised learning aussi, la classification, la régression aussi. Voilà, il y a beaucoup de slides, hein. Je vais essayer de ne pas tout dérouler parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on retrouve dans cette partie-là. Donc ici, on pose les bases, ce n'est pas spécifique à AWS. Et une fois qu'on a fini ça, et à chaque fois, il y a des quiz et puis il y a des slides. Donc il n'y a peut-être pas des slides dans tous les modules, mais on va les rajouter, hein, au fur et à mesure aussi, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous aiment bien les slides. On fait une introduction au cloud AWS. Donc si vous avez déjà suivi le cours AWS Cloud Practitioner ou introduction au cloud AWS, c'est exactement la même chose. Et donc, vous pouvez sauter cette partie-là. Mais on sait que il y a des gens peut-être qui vont directement commencer par ce cours, donc c'est pour ça qu'on l'a inclus en fait pour ces gens-là. Donc ici, on explique c'est quoi AWS, l'infrastructure globale, comment créer un compte AWS, etc. etc. OK? Une fois qu'on a fait ça, hop, je vais fermer. Ensuite, on fait l'introduction à l'IA générative. On explique ce qu'est l'IA générative, on explique ce que sont les foundation models.
pense que vous connaissez tous ce que sont les foundation models, mais juste pour rappel, c'est des grands modèles qui sont généralement entraînés par de grands acteurs tels qu'Anthropic ou OpenAI ou Google ou Amazon. Et c'est des modèles qui savent faire beaucoup de choses, en fait, tout simplement parce qu'ils ont été entraînés sur d'énormes quantités de données. Et c'est quelque chose qui prend énormément de ressources et énormément d'énergie. Mais on explique ce que c'est, ces concepts de base, et ça nous permet ensuite d'expliquer l'intérêt. Ah, il y a quelqu'un qui s'est... Voilà. Ça nous permet d'expliquer ensuite Amazon Bedrock. Et Amazon Bedrock, quand on parle d'IA générative, c'est vachement important, tout simplement parce que c'est le service qui permet, et je vais aller dedans en fait, hein, qui permet en quelque sorte d'avoir et d'utiliser des foundation models de façon 100% serverless. D'accord? Et donc là, je suis dans la console du service Amazon Bedrock, je vais aller dans la région Irlande. Et donc ici, ce que vous verrez dans le cours, c'est comment je peux accéder à Bedrock, comment je peux activer des foundation models pour les utiliser. Et ça, en fait, d'ailleurs, ça a changé. Maintenant, on n'a plus besoin d'activer les foundation models pour pouvoir les utiliser. Mais dans le cours, vous verrez que j'en parle toujours. Et une fois que je les ai activés, ensuite, je peux venir, par exemple, dans la partie Playground pour sélectionner un foundation model. Et là, je peux voir tous les fournisseurs qui sont disponibles dans Bedrock. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs. Et puis, je peux sélectionner un fournisseur, sélectionner un foundation model du fournisseur que je souhaite utiliser. Et ensuite, si je fais du Nova Lite, par exemple, et une fois que j'ai sélectionné le foundation model, ensuite, je peux paramétrer des paramètres que vous verrez dans le cours et je peux commencer à prompter en fait ce foundation model. Pour le coup, si je dis parle-moi de l'IA générative, je pense que vous savez tous faire maintenant ça avec tout ce qui existe. Mais voilà, juste pour vous montrer un petit peu de quoi on parle en fait, pour le coup. Donc, Amazon Bedrock, c'est ça, mais c'est encore plus que ça. Il y a la partie playground, il y a la partie tuning. Donc, il va nous permettre de faire du fine-tuning sur des modèles. Il va nous permettre de créer des agents. On va parler des agents dans le cours aussi. On va pouvoir faire du RAG avec ce qu'on appelle les knowledge base dans Amazon Bedrock. Donc, les RAG, ça permet tout simplement euh, d'apporter des connaissances en plus aux foundation models, parce que les foundation models, lorsqu'on les entraîne, on va dire les données sont un peu figées, quoi. On les a entraînées sur un corpus de données. Mais si jamais on souhaite que notre foundation model soit connecté à nos données à nous, nos données d'entreprise, pour qu'il puisse répondre à des questions sur des données qu'il ne connaît pas, parce que c'est des données d'entreprise, ou alors on veut que ces données soient rafraîchies, on peut utiliser un mécanisme qu'on appelle les RAG, et les RAG dans Amazon Bedrock, c'est ce qu'on appelle des knowledge base, et c'est quelque chose qu'on va voir dans le cours, dans ce cours-là. Alors, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Hein. Je ne veux pas aller trop en profondeur pour ne pas perdre aussi tout le monde. Mais concrètement, tout ce que j'explique, hein, c'est quelque chose qu'on explique et qu'on aborde dans ce cours, en fait. Hein. D'accord? Donc ici, on parle d'IA générative, on explique les foundation models, Bedrock, les modalités, comment comparer des foundation models, parce qu'on a vu qu'on a plusieurs foundation models, mais comment choisir entre les dizaines de foundation models qui sont disponibles dans Bedrock. On explique les LLM aussi, comment ça marche, pour le coup, la tokenisation, comment il découpe les prompts en tokens, comment il fait pour répondre ensuite, comment on évalue les LLM aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. On va parler des métriques d'évaluation des LLM, c'est des choses qui vont venir à l'examen de certification. On va également parler des paramètres d'inférence, donc la température, top P, top K. Pareil, c'est des choses qui vont venir à l'examen de certification. On va également parler de diffusion model. Donc, c'est des modèles qui vont se baser dessus pour générer des images. Par exemple, Nova Canva. C'est un modèle qui est basé c'est un modèle de type diffusion, donc qui est basé sur ce mécanisme-là et qui va être capable de générer des images. D'ailleurs, si je vous montre un exemple, ici, on va aller chercher Nova Canva, Apply.
Qu'est-ce que je peux générer comme image? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que je pourrais générer? Je n'ai pas d'idée. Euh, Abdelkarim, tu as une idée? C'est ton truc fun? Hmm, non? Ah, il y a quelqu'un qui a proposé quelque chose. Un chat jouant de la guitare. Non, Lise, pas de politique. Je vais prendre plutôt chat jouant de la guitare. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il parle en français pour le goût. Ben voilà. Un chat qui joue de la guitare à Amadou. Bravo à Nova Canva. Donc voilà, on voit que Nova Canva, c'est un modèle qui génère des images. Il y a des modèles qui génèrent des vidéos aussi. Et pourquoi je vous fais cette petite vidéo? C'est tout simplement parce que dans ce chapitre-là, les diffusion modèles, on va expliquer comment font ces modèles-là pour générer des images, en fait, avec ce qu'on appelle le diffusion process pour le coup. OK. Une fois qu'on a fait l'intro à l'IA générative, on va aller un peu plus loin en termes de concept avec Amazon Bedrock. On va parler d'évaluation de modèles dans Amazon Bedrock. Évaluation automatique versus évaluation basée sur des modèles, ce qu'on appelle le modèle as a judge. On peut avoir un modèle qui va évaluer d'autres modèles et ça va nous permettre de savoir quel modèle choisir en fonction de sa toxicité, en fonction de sa robustesse, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qui vont venir. On va parler de custom model aussi. C'est quoi un custom model? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Et d'ailleurs, si je vais dans la console, je peux vous montrer où est-ce qu'on va les retrouver. C'est ici, en fait. Un custom model, c'est quoi? C'est que Amazon Bedrock vous met à disposition des foundation models de différents fournisseurs, donc des modèles qui ont déjà été pré-entraînés. Mais imaginez que ce modèle-là, vous souhaitez comment on va dire, l'affiner, vous souhaitez le spécialiser par rapport à un domaine particulier. Peut-être, je ne sais pas, c'est la médecine ou la finance, ou alors vous souhaitez qu'il réponde d'une certaine façon. Voilà, si vous souhaitez un peu le customiser, c'est ce qu'on appelle un custom model. C'est quelque chose qui est complètement possible. Et pour cela, en fait, il faut créer un job de customisation, un job de fine-tuning. Et vous allez lui donner des données que Bedrock va utiliser pour customiser le modèle de base. Et à la fin, en fait, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours. Vous allez avoir un custom modèle qui est personnalisé par rapport à votre besoin. Et c'est ce qu'on appelle un custom model. Et peut-être que ce custom model, en fait, je pourrais tout à fait prendre un modèle de base et puis dire, OK, je vais le personnaliser pour qu'il soit un super architecte de le cloud facile et qu'il puisse répondre d'une façon, par exemple, qui est adaptée à la façon dont nous, on répond à nos apprenants, par exemple. Et puis, il aura une connaissance des process de lecloudfacile.com, par exemple. Sauf que moi, je n'ai pas envie de l'entraîner from scratch parce que on n'a pas cet argent, ça coûte cher, comme je vous disais, d'entraîner des foundation models from scratch. Donc, je vais plutôt prendre un modèle existant et puis je vais créer un custom model. Je vais le fine-tuner. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, les différentes techniques. Il y en a plusieurs, en fait. Les techniques de fine-tuning. On va parler de RAG, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Les agents également. Et puis, tout ce qui est guardrails, c'est les protections qu'on va pouvoir mettre en place pour contrôler les entrées et les sorties du modèle. Par exemple, on veut que le modèle je vais prendre l'exemple de LIS, par exemple. Imaginez que nous, dans notre entreprise, on veut déployer un modèle, mais on ne veut surtout pas qu'il commence à parler de politique, euh, de Yomai ou de Sonko ou peu importe. On peut mettre en place des guardrails et puis lui dire, si tu as une question sur la politique, il ne faut pas répondre. Bon, on souhaite éviter ça, en fait, par exemple. Ou alors, si tu as des questions, des demandes d'investissement, c'est des sujets qu'il ne faut pas que que tu répondes, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est juste un exemple, mais ça peut être aussi autour de la toxicité, autour de d'autres sujets en fait qu'on peut dire ok ça on veut surtout pas que le modèle fasse des réponses dans ce sens-là. Donc on peut contrôler en fait les entrées et les sorties du modèle.
D'accord? Quand je dis entrée, c'est ce que les utilisateurs vont lui envoyer. Et sortie, c'est, bon, voilà, si le modèle il fait certaines réponses, on ne veut pas que ces réponses-là, il puisse les faire. Donc, on va pouvoir les contrôler avec les guardrails. Ensuite, on va parler d'Amazon Q. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Amazon Q. C'est un petit peu, on va dire, une sorte d'agent IA, si je puis dire. C'est un service AWS, hein, mais ça permet un petit peu d'avoir un agent IA combiné en knowledge base et qui est tout de suite disponible en fait, hein, en quelques clics. Et on va pouvoir les déployer pour notre entreprise. Et puis les employés de notre entreprise vont pouvoir discuter avec QBusiness et puis poser des questions en disant, OK, est-ce que tu peux me dire qui travaille sur tel produit, par exemple, ou est-ce que tu peux me dire c'est quoi la politique en termes de retour client, ou alors est-ce que tu peux me résumer tel document. Et ce qui est bien avec QBusiness, c'est que finalement, on va avoir quelque chose qui est en quelque sorte customisé pour notre entreprise. En quelque sorte, c'est comme si on déployait des foundation models pour notre entreprise, en fait, et ils sont personnalisés par rapport à notre use case, à nos use cases d'entreprise, pour le coup, et ça s'appelle Amazon Q. Donc, on retrouve Q Business. Il y a Q Développeur, donc qui est plutôt orienté technique. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, dans la console AWS, d'avoir des fonctionnalités de troubleshooting, par exemple. Si on a une erreur, on peut demander à Q développeur de nous dire, OK, bah pourquoi ce service-là, il ne marche pas, ou pourquoi ça ne marche pas. Ou alors, il y a une version, en fait, qu'on peut installer dans notre IDE favori, en fait, qui va nous aider à développer beaucoup plus vite. Donc, je pense que vous connaissez tous GitHub, euh, comment ça s'appelle encore, Copilot, pour le coup. Donc, effectivement, il y a cette possibilité-là également avec QDeveloper d'installer ce plugin et puis de nous aider à générer des tests ou à générer du code ou voilà, peut-être à auditer le code en fait et vérifier s'il n'y a pas des problèmes dans notre code. Donc, ça peut être le compagnon des développeurs. Donc, j'en suis où je suis un peu long, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le cours, hein, pour le coup. Donc, on a dit IA, introduction à AWS, IA générative et Bedrock. Ensuite, on va plus loin avec Bedrock. Ensuite, Amazon Q. Ensuite, on va dans la partie machine learning. Donc, si vous n'avez pas de background en IA et en machine learning, c'est peut-être la partie qui va être un peu plus, qui va vous demander un peu plus d'efforts, on va dire. Parce que là, on va vraiment parler de feature engineering, on va parler d'entraînement des modèles, on va parler de paramètres et hyperparamètres, on va parler de modèle fit, underfitting, overfitting. Mais encore une fois, c'est peut-être des termes qui font un peu peur si on ne connaît pas. Mais une fois qu'on a compris le concept, c'est très simple en fait, hein. Et encore une fois, on met des vidéos, du texte pour que vous compreniez de quoi on parle avec des images. Et normalement, ça va beaucoup vous aider en fait. Et les concepts et les notions que vous allez apprendre dans cette partie-là, ça va vous aider aussi dans la partie SageMaker AI. Donc, SageMaker AI, c'est le service de AWS qui permet tout simplement de développer, de créer des projets de machine learning, en fait. Donc, lorsqu'on parle de machine learning dans AWS et on cherche un service pour les data scientists, pour leur permettre d'entraîner les modèles, de faire la data préparation, de déployer les modèles en production pour faire l'inférence, généralement, ça va être SageMaker, en fait, pour le coup. Donc, il y a une bonne partie du cours et de l'examen de certification qui va être basé sur SageMaker AI. Donc, il faut faire attention, en fait. Il y a deux SageMaker. Donc, il y a SageMaker et SageMaker AI. Donc, là, on parle de AI, en fait, pour le coup. Et puis là, on va voir qu'il y a pas mal de choses qu'on va retrouver ici. On va parler d'entraînement de modèles, de customisation, de déploiement, de gouvernance, SageMaker Studio aussi, Canva. Donc, pareil, c'est des concepts. Il n'y a pas besoin d'être expert dessus, hein. Il n'y a pas besoin de savoir comment fine-tuner SageMaker. Ce qui est juste suffisant, c'est vraiment de comprendre de quoi on parle. Si on dit SageMaker Canva, Abdoukarim, c'est quoi SageMaker Canva? Abdoukarim dit, OK, SageMaker Canva, en fait, c'est plutôt la partie un peu low-code, no-code de SageMaker. Ça permet à n'importe quel utilisateur qui n'est pas technique de pouvoir implémenter ou déployer des modèles de machine learning, par exemple. C'est quoi SageMaker Studio? C'est quoi SageMaker Jumpstart? Voilà, que vous puissiez savoir à quoi ça sert et quand l'utiliser.
Et généralement, ça va être largement suffisant pour l'examen de certification. Alors, je regarde l'heure, il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Je vais speeder un petit peu. Donc, SageMaker, un gros morceau. Ensuite, on a les services AIML, en fait. Tout ce qui est recognition, extract, comprehend, transcribe, poly. Si vous avez fait la Cloud Practitioner, c'est de la révision. Normalement, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ce qui va s'en rajouter, peut-être, c'est la partie Mechanical Turk, qui est une sorte de marketplace où on va soumettre des tâches. Par exemple, hein, on sait que les modèles de machine learning ont besoin de beaucoup de données labellisées en fait, pour les entraîner. Et si on a beaucoup de données qu'on souhaite labelliser, on pourrait tout à fait aller dans Mechanical Turk et créer des tâches pour qu'il y ait des gens tout partout dans le monde qui fassent cette labellisation pour nous, qui puissent dire, OK, cette image, c'est une personne ou c'est une voiture. Donc, c'est ça la labellisation, en fait, hein, pour le coup. Donc, c'est une marketplace. C'est des gens qui sont un peu partout dans le monde, hein, qui sont payés à la tâche et qui vont faire ce type de tâches pour les entreprises, pour que ces entreprises en sortie aient des images qui soient labellisées et qu'ils puissent utiliser ces images-là pour entraîner leur modèle de machine learning. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. On a A2I aussi qui va s'en rajouter dans cette partie AIML, mais elle est pas compliquée, hein, encore une fois, pour le coup, à appréhender. Et si vous avez déjà fait la Cloud Practitioner, tout ce qui est AWS IAM, vous connaissez déjà. Donc, ça va être de la révision. Tout ce qui est AWS, service AWS de sécurité, mais ici, Inspector Artifact, c'est important de les avoir en tête pour l'examen, parce qu'il y aura des questions là-dessus. Il peut y avoir des questions. Il y aura, je ne sais pas, mais il peut y avoir des questions là-dessus. Et c'est juste important de savoir de quoi on parle pour pouvoir répondre à cette question-là lorsque ça arrive. On a l'IVPC, du S3. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, avant de terminer, il y a le modèle de responsabilité partagée. Donc, c'est de la révision. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique pour vous concrètement lorsqu'on parle d'IA? Il y a 2 examens pratiques de 20 et de 25 questions. En plus de l'examen pratique qui est sur LCF, qui n'est pas sur Udemy, c'est exclusivement sur LCF, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans cette préparation. Et ensuite, vous pouvez tout à fait passer et j'espère réussir cette belle certification. Hop, alors, juste, je vais revenir ici dans mes slides que j'ai perdu. Là, j'étais là. Donc là, on a fait le tour du cours, de ce qu'il contient, pardon, qu'on va continuer à enrichir parce qu'il y a des choses sur lesquelles, avec vos feedbacks, on va continuer à le compléter. Honnêtement, j'ai énormément appris sur cette partie-là. Et puis, si vous n'êtes pas dans l'IA et l'IA générative, vous allez comprendre pas mal de choses. Et je pense que ça va vous donner envie de creuser et puis d'aller beaucoup plus loin pour le coup. Donc, voilà, quand vous soyez développeur ou ingénieur sécu ou réseau, peu importe le domaine, moi, je recommande vraiment de suivre le cours, de passer cette certif-là. Elle n'est pas compliquée parce que derrière, vous allez apprendre énormément. Et puis, il y a plein de choses dont on va parler, ça va être beaucoup plus clair pour vous, en fait. Hein. Lorsqu'on va parler de RAG, de LLM, si aujourd'hui, ça ne vous parle pas, bah demain, ça va vous parler. Ça va être beaucoup plus limpide pour vous. Maintenant, pour réussir l'examen, c'est la même chose pour tous les examens, hein, je le dis à chaque fois. Mes 3 conseils, c'est vraiment d'être régulier dans l'apprentissage. Il n'y a pas besoin de faire 10 heures par jour sur le cours, mais peut-être 1 heure tous les jours, 1 heure tous les 2 jours, par exemple. Il suffit juste d'être régulier, quoi, pour le coup. Peut-être si vous travaillez, hein, peut-être de dire, peut-être entre 17h et 18h, entre midi et 2, je vais passer du temps là-dessus chaque jour, et puis je vais avancer, pour le coup. Apprendre par la pratique, créer un compte AWS et jouer avec les foundation models tout en restant dans la limite de la gratuité. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, parce que ce que vous allez pratiquer, ça va rester. Moi, il y a des concepts où, tant que je n'ai pas pratiqué, ce n'est pas clair, en fait, hein, pour le coup. Et tant que ce n'est pas clair, je ne peux pas l'expliquer dans un cours. Et je discute souvent avec l'équipe, je dis, bah, ça, c'est pas clair, et si c'est pas clair, je ne peux pas l'expliquer. Mais si je pratique et que c'est clair,
c'est beaucoup plus simple pour moi de l'expliquer. Et honnêtement, pour vous aussi, je vous recommande, ne serait-ce que d'aller dans la console, même sans créer des ressources. Baladez-vous dans la console du service et regardez de quoi on parle, quoi, comme pour le coup. Et puis, bien entendu, être curieux du cloud. Donc, c'est ce qu'on résume ici. Alors, une question que vous pourriez avoir, c'est OK, j'ai préparé et réussi la certification AWS AI Practitioner. À mon avis, il faut peut-être 1 mois, maximum 2 mois pour préparer et réussir cette certif. Elle n'est pas compliquée, encore une fois, mais il faut bien la préparer, quoi. Et ensuite, je fais quoi si je souhaite aller plus loin? Donc, il y a plein de possibilités, hein, pour le coup. Si vous souhaitez rester un petit peu dans cet écosystème IA, générative AI, machine learning, il y a d'autres certifs. Je n'ai pas nécessairement encore de cours sur ces sujets-là, mais c'est vraiment si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, si je peux vous conseiller quelqu'un qui est très bon, je pense que vous connaissez tous, et qui fait de super cours, c'est Stéphane Marek, quoi. Si vous êtes un peu à l'aise, hein, avec l'anglais, sinon, il y a les subtitles en français, hein, que vous pouvez activer. Et pour moi, c'est quand même une référence. Et donc, vous pourriez tout à fait aller vers la Data Engineer Associate ou la ML Engineer Associate. Et puis, il y a la Generative AI Developer Professional. Donc, professionnel, ça veut dire que ça va être beaucoup plus dur. Et donc, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Et d'ailleurs, je pense qu'il recommande d'abord de faire AI Practitioner, Data Engineer Associate, ML Engineer Associate, avant d'aller vers la Generative AI Developer. Donc, actuellement, elle est en bêta. Je pense que c'est un peu tôt pour vous y lancer, sauf si vous êtes dans le domaine. Peut-être que certains d'entre vous, ils font que ça tous les jours. Donc, peut-être dans ce cas de figure, oui, c'est intéressant pour eux. Mais peut-être pour la majorité, en fait, je pense qu'il y a d'autres certifs à aller chercher avant. Et puis, nous, chez LCF, on a lancé une formation Generative AI Advance pour les professionnels. Je pense que j'ai le lien quelque part. Et si je ne l'ai pas, quelqu'un va vous partager le lien. Ah, je l'ai. Je vais mettre ça dans le chat. Et puis, je vais montrer la page. Voilà. Euh, alors, c'est quoi? C'est un coaching. Donc, comme je vous avais dit, on fait des coachings généralement pour les professionnels qui veulent se certifier ou monter en compétences dans certains domaines. D'ailleurs, un de nos coachings qui marche le mieux, c'est le DevOps. On a un DevOps Advance où généralement, c'est des professionnels qui ont minimum 3 à 5 ans d'expérience et qui veulent aller beaucoup plus loin dans le DevOps, se reconvertir, et on les accompagne pendant 4 mois. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec la Generative AI Advance. On a essayé de mettre en place un coaching de 3 mois où on va mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire que avec ce coaching-là, en fait, on va prendre un groupe de personnes, maximum une dizaine de personnes. Et puis, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que, je ne sais pas si j'ai l'agenda détaillé. Ils vont faire des projets. Donc, ils vont pratiquer, en fait, ils vont créer des chatbots, ils vont utiliser des stacks techniques tels que LangChain, Streamlit, ils vont créer des RAG, ils vont orchestrer des agents intelligents. Donc, là, l'idée, c'est de dire, OK, tu as passé la AWS avec Practitioner, donc tu as la théorie, en quelque sorte. Maintenant, si tu es dans un écosystème ou dans un contexte où tu as besoin d'aller plus loin et de pratiquer parce que tu en as besoin peut-être pour ton boulot ou pour de futures opportunités, ce coaching peut t'accompagner à aller plus loin. Et c'est fait par des experts, pour le coup. C'est pas fait par moi, donc c'est vraiment des gens qui sont dedans, des data ingénieurs et des ML ingénieurs en fait qui font cet accompagnement là, pour le coup. Je ne l'ai plus en tête, mais je peux vous partager le lien à Edem pour le DevOps Advance. Comme ça, vous avez toutes les infos et le prix et le, et le comment ça s'appelle et le contenu aussi, pour le coup. Parce que si je dis juste d'ailleurs, si je dis juste le prix sans le contenu, ça ne fait pas sens en fait, hein. Est-ce que je peux retrouver? Ah, je l'ai. Donc je vous le partage, comme ça vous regardez Edem. Euh, on arrive au bout avec 20 minutes qui nous restent, mais ça tombe bien. C'est vraiment la partie où on avait prévu
d'échanger, de prendre des questions sur ce cours, sur la certification, sur les autres cours qu'on fait sur LCF ou sur vos carrières, pour le coup. Donc, voilà. Euh, le chat est à vous si jamais vous avez des questions pour, euh, pour terminer cette présentation. Est-ce qu'on peut le financer avec CPF? Non, malheureusement. Tout simplement parce que le Cloud Facile est une entreprise sénégalaise, en fait. Donc, c'est pas une boîte française. Par contre, on a de plus en plus de gens qui sont en France qui viennent se former chez nous. Parce qu'on pense qu'on a des tarifs qui sont très avantageux et puis ça les aide, quoi. Mais peut-être qu'un jour, on aura le CPF. Merci pour votre présentation. Très intéressant. Autre chose, donc ça, c'est Espoir qui parle. Hein. Prévoyez-vous de proposer des formations en français pour les certifications suivantes? Certified Developer Associate, Certified Solution Architect Professional. Merci beaucoup, Espoir, pour cette superbe question et merci pour le feedback. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec les feedbacks de nos apprenants. C'est-à-dire, on va regarder ce que les apprenants nous demandent comme certification et puis on va partir de ça pour dire, OK, quelle certification, quel cours on va créer. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'introduction au Cloud AWS qui permet de démarrer, quoi, pour le coup. Il y a la Cloud Practitioner, il y a la SA Associate. Le AI Practitioner, si on regarde en fait en termes de demande, ce n'était pas la certif qui était la plus demandée, honnêtement, quand on a fait le polling, le sondage, voilà. Et on s'est dit que c'était important quand même de la mettre à disposition parce que ça permet à n'importe qui d'avoir ces bases-là et de comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de Generative AI. Et puis ensuite, peut-être de choisir d'aller plus loin ou pas. Donc, c'est peut-être le seul cours où on n'est pas parti de la demande de nos apprenants. Mais on pense que ça va les aider, que ça va vous aider. Maintenant, la prochaine certif, Espoir, il y a des chances que ce soit la Cloud Ops Engineer, pour le coup, sur lesquels on a commencé à travailler. Pourquoi? Parce que ça correspond beaucoup à ce que les apprenants nous demandent. On a beaucoup de gens qui se forment avec nos cours et puis ils ont un profil plutôt SysOps, DevOps. Et la CloudOps, donc anciennement SysOps en fait, hein, ça permet vraiment de mettre les mains dans le cambouis, de pratiquer, quoi. Et c'est dans l'administration du cloud AWS. Donc, il y a des chances que ça soit la CloudOps et ensuite la développeur pour le coup. Mais bon, ça peut changer. Hein. On ne sait jamais. Et la SA Pro, donc pour répondre à la question jusqu'au bout, alors la SA Pro, ça ne va pas être tout de suite. Pour le coup. Ça, c'est sûr et certain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais repartir sur la liste des certifs. En termes de stratégie, on veut faire par niveau, en fait. Donc, déjà, là, on a tous les foundationals. On va d'abord se concentrer sur les associés. On ne dit pas qu'on aura des cours sur chaque associé, mais avoir le maximum d'associés. Et ensuite, on pourra commencer à regarder la partie professionnelle, ce qui fait sens hein, pour le coup. Et moi, je vous conseille d'ailleurs en termes de parcours, quand vous cherchez les certifs, de faire cela également. D'accord. Alors, il y a d'autres questions, mais juste avant de prendre les autres questions, il y a quelque chose que je voulais vous partager et que j'ai oublié, et c'est vachement, vachement important, très, très important même. C'est pas ça, c'est l'autre, c'est celui-là. Voilà. Alors, je vais vous partager le lien également, comme ça vous l'avez. C'est quoi ça exactement en fait? C'est le cheminement qui est recommandé par AWS en termes de certification. Donc, c'est un super document. J'ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse. Et puis, en fait, ça, c'est la question qui revient tout le temps. C'est je commence par quelle certification et ensuite, je vais prendre quelle certification. Et ce document, il répond à ça, en fait. Hein. Alors, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord.
on n'est pas obligé de suivre tel quel ce chemin, mais je le trouve intéressant parce qu'il dit, si vous êtes plutôt orienté architecture, commencez par la Cloud Practitioner, même si c'est optionnel. Ensuite, faites la AI Practitioner, ensuite SA Associate, SA Pro, Security Specialty. D'accord? Moi, j'aurais mis des associés entre les deux. Je n'aurais pas sauté directement vers la SA Pro, parce que la SA Pro, elle est dure. Elle n'est pas simple, quoi, pour le coup. Si vous êtes application architect, voilà, faites ça. Si vous êtes système administrateur, faites cloud practitioner, sysops administrator, ensuite DevOps ingénieur, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant, je pense, comme document. N'hésitez pas à le lire, à le regarder, parce que ça vous donne aussi un cheminement de quel certif prendre. Et puis, l'autre chose que je voulais vous montrer, en fait, c'est cette partie IA, en fait, qu'on retrouve un peu partout. Je ne sais pas si vous le voyez, mais à chaque fois qu'on regarde un parcours, même si ce n'est pas un rôle qui est spécifique à l'IA, AWS dit faites quand même un peu d'IA. Donc, Solution Architect, AI Practitioner, Application Architect, AI Practitioner. Donc, Software Development Engineer, il vous recommande le AI Practitioner. Ici, on ne l'a pas. Où est-ce qu'on le retrouve? Security Engineer, AI Practitioner, Architecte, pareil. Donc, on voit quand même que l'IA est de plus en plus présent, en fait. Hein. Et je pense que ça correspond à ce qu'on voit aussi en termes d'évolution du marché et de AWS, hein, d'ailleurs, dans leur portfolio de services. Donc voilà, c'est juste quelque chose que je souhaitais vous montrer, partager avec vous. Alors, Frédéric, non, avant Frédéric, il y avait Amadiogo. Est-ce qu'il faut être un profil technique pour les associés? Ça aide. Si vous n'êtes pas technique, il va falloir quand même pousser la technique pour l'avoir. Parce que c'est des certifications où ça va plus loin, quoi. Si je reviens sur les slides, les foundationals, si on n'est pas technique, généralement, si on n'est pas dans un rôle technique, c'est suffisant. Arrêtez-vous au foundational. Si vous n'êtes pas technique, mais que vous souhaitez aller vers la technique, c'est tout à fait possible de préparer, de réussir les certifications associées, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler beaucoup plus, tout simplement. Parce que lorsqu'on parle des associés, il y a des concepts d'architecture, architecture multi-tier, réseau. Si on n'est pas technique, on ne connaît pas. Et donc, il faut aller chercher ces choses-là pour pouvoir préparer et réussir ces certifications-là. Voilà. C'est ma meilleure réponse à Madiogo. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous convient. Mais après, on a vu des gens qui n'étaient pas techniques, qui ont tout fait, qui ont bien travaillé et qui l'ont eu. Hein, et je salue d'ailleurs un de nos coach Québec, pour ne pas le citer, qui a un background en anglais et qui a plein de certifs maintenant pour le coup. Je pense que c'est un super profil de quelqu'un qui n'est pas technique et qui fait de la technique maintenant, parce qu'il est passionné. Après avoir réussi la SA Associate, pour passer la data ingénieur, vous conseillez d'abord la AI Practitioner. C'est pas lié, Frédéric. C'est pas. Vous pouvez tout à fait faire la SA Associate et Data Engineer et AI Practitioner. En fait, les deux sont pas liés. Donc, honnêtement, faites-le dans le sens que vous voulez. Alors, ma seule remarque, c'est que la AI Practitioner, il va être moins longue à préparer, je pense, que la Data Engineer. Pourquoi? Parce que Data Engineer, c'est associé. Sauf si vous êtes déjà dans la data, Frédéric. Je ne sais pas quel est votre background. Peut-être que vous êtes déjà ingénieur data, tout ça. Donc voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Mais vu que ici c'est foundational, généralement ça va plus vite. Donc peut-être faites la foundational AI et ensuite concentrez-vous sur la data ingénieur associée. Voilà. Loïc, n'hésitez pas à mettre des questions. On a encore du temps, hein, pour le coup. On a encore 10 minutes. Loïc, bonjour, j'ai réussi la certification Cloud Practitioner. Bravo Loïc. Et je veux préparer la Solution Architect associée. En combien de temps je peux me préparer pour la réussir? C'est pas une question facile à répondre parce que ça dépend de beaucoup de choses. Combien de temps vous allez pouvoir passer chaque jour sur le sujet pour préparer?
Et puis, vous partez d'où, en fait? Est-ce que vous êtes déjà dans l'IT? Est-ce que vous faites du AWS tous les jours? Voilà. Donc, ça va dépendre de tout ça. Moi, je pense qu'il faut au minimum plusieurs mois pour préparer et réussir cette certification. Voilà. Je pense qu'il faut au minimum 2, 3 mois pour la préparer correctement. Euh, et je pense qu'il ne faut pas rusher pour la préparer. Euh, Prenez le temps de pratiquer. Et d'ailleurs, dans le cours, pour ceux qui suivent le cours, hein, je pense que j'ai mis pas mal de labs et pas mal d'instructions et puis pas mal de liens parce que le cours AWS et sa associate, parfois j'explique que je l'ai créé déjà pour permettre aux gens qui le suivent d'avoir des compétences sur AWS, de un, et puis de deux, pour réussir la certification et sa associate, pour le coup. Et donc, je vous pousse à pratiquer. Et en pratiquant et en ayant ces connaissances-là, ça vous prépare également à l'assertif. Et moi, je pense que raisonnablement, si vous préparez bien l'assertif, ouais, je pense il faut quelques mois quand même pour bien la préparer et la réussir. Euh, Loïc, vous me direz si j'ai répondu ou il y a d'autres questions. Marceline, merci beaucoup. Le Cloud Facile me recrute. Ah, bientôt, j'espère. Euh, alors, en direct, non, pour le moment. Mais on travaille avec beaucoup de coachs. D'ailleurs, hein, s'il y a des gens qui sont très bons dans certains domaines, pas forcément que le cloud, hein, ça peut être du DevOps, de la data, de l'IA, cybersécurité, et qui veulent coacher ou impacter ce genre de choses, créer du contenu pédagogique ou créer des formations. On recherche des coachs. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette démarche-là. Et peut-être qu'un peu plus tard, on recrutera aussi des ingénieurs, peut-être pour des projets en interne. Voilà. Mais n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn et à rejoindre la communauté WhatsApp Marceline. On ne sait jamais, on peut avoir des opportunités aussi. Il y a une main levée. Désolé, Ousseynou, merci beaucoup. C'est Winnie qui a. Oui, bah Winnie, désolé. Vous souhaitez poser une question, Winnie, c'est ça? Est-ce que vous êtes là? Je vous autorise à ouvrir le micro parce que vous avez la main levée depuis un moment, je n'avais pas vu. Si vous êtes toujours là. Winnie une fois, Winnie deux fois, Winnie. Bon, tout à l'heure peut-être alors. Merci à Ousseynou, je n'avais pas vu. On peut passer à Aïssatou en attendant. Pour une reconversion d'un ingénieur télécom, qu'est-ce que je conseille? Oula, qu'est-ce que je conseille dans quoi? En fait, la question est très large, Aïssatou. C'est dans quoi vous souhaitez vous reconvertir? C'est peut-être ça déjà la question en fait, hein. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui sont déjà dans l'IT et qui veulent aller vers du DevOps ou vers du cloud. Et le DevOps, c'est quelque chose qu'on fait très bien. On a un parcours pour ça. Et on sait qu'en termes d'opportunités de marché aujourd'hui, bah, le DevOps, c'est toujours une valeur sûre et certaine en fait, hein. On cherche toujours des gens qui créent des pipelines, qui déploient des applications, qui savent faire du GitLab CI, du Jenkins, etc., etc. Et donc pour cela, on a créé deux parcours. Il y a le parcours DevOps Advanced dont j'ai parlé tout à l'heure, pour le coup. Et puis cette semaine, on a lancé un nouveau parcours. Je vais mettre le lien dans le chat, qui s'appelle DevOps Essentials Job Ready. C'est un parcours de 5 mois et il contient 4 formations. Il y a du DevOps dedans, il y a du Kubernetes dedans, il y a du AWS Cloud dedans et puis il y a de l'IA dedans. Et l'objectif de ce parcours de 5 mois, c'est qu'à la fin, les profils qui vont sortir de ce parcours puissent postuler à des opportunités de DevOps. Donc, on est plutôt sur des profils plutôt soit junior, soit reconversion, en fait. Pour le coup, on a déjà beaucoup d'inscrits, hein. Je ne vous cache pas qu'on l'a lancé lundi. Je pense même le lundi, on avait déjà des dizaines de personnes qui ont rempli le dossier de prescription. Maintenant, on va voir un petit peu, faire la sélection et puis en janvier, on va démarrer quelque chose. Donc ça, c'est côté LCF. Maintenant, pour répondre de façon plus globale à Issatou, je pense vraiment qu'il faut regarder ce que vous souhaitez faire et quelles sont les opportunités dans le marché dans lequel vous évoluez. Si vous êtes au Sénégal ou en France, voilà, le marché, qu'est-ce qu'il recherche, quoi.
Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui est aligné avec ce que vous souhaitez faire, peut-être avec les compétences que vous avez ou que vous souhaitez développer. Et puis, à partir de là, voir un petit peu les formations ou les entreprises qui peuvent vous accompagner en cela. Le Cloud Facile le fait dans certains domaines. Si vous êtes en France, il y a des boîtes qui le font, des open classrooms, ce genre de choses. Mais je pense qu'il faut viser la cible et puis après, ça permet de voir le chemin par lequel passer. Et surtout, il faut être très curieux, faire ce qu'on appelle le learning be curious chez AWS en fait. Il faut beaucoup vous former en fait, hein, et beaucoup apprendre. Et parfois, on se forme et on n'a pas l'opportunité tout de suite, mais en se formant, en passant des certifications, ça peut débloquer des opportunités, même si a priori, on ne les voyait pas. Voilà, j'ai essayé de répondre du mieux possible à la question, Aïssatou. Alors, on n'a toujours pas Winnie. Loïc, Loïc, il dit merci pour ta réponse. De base, je suis développeur assez expérimenté, je m'intéresse beaucoup au cloud. Ok. Et la première question, c'était la SAA. Ah, ok. Donc, déjà, Loïc, vous êtes déjà dans l'IT, donc ça, c'est très bien. Développeur, donc ça, c'est très bien. SAA, c'est une très belle certification. Je pense que ça va vous prendre quelques mois pour la préparer et la réussir. Et ça, c'est un très beau projet, on va dire. Il ne faut surtout pas se décourager parce qu'elle n'est pas évidente comme certification, honnêtement. Elle n'est pas aussi difficile que la SA Pro, mais ça demande un investissement. Et ce qui est normal, quand on veut passer la SA Associate, généralement, c'est parce qu'on veut travailler dans ce domaine-là, pour le coup. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Frédéric, vous comptez intégrer les certifications des autres cloud providers? Oui, oui, dans notre roadmap, c'est quelque chose qui est prévu. Je ne pense pas que ce sera à moi. Je suis plutôt focus côté AWS. Mais je pense qu'on va travailler avec des créateurs de contenu pour développer du contenu autour d'autres certifications. Euh, Maintenant, pour être beaucoup plus complet dans la réponse, Frédéric, hein, moi j'aime bien partir de la demande. En tout cas, c'est le truc que j'ai appris chez AWS. Il faut toujours partir de la demande par rapport au marché ou à nos apprenants et par rapport à la communauté. Si demain, la majorité nous dit ah, mais il faut aller sur du GCP ou du Azure, on mettra sûrement la priorité dessus à ce moment-là. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout développer en même temps. On n'est pas AWS, on n'est pas GCP, donc on est à taille humaine. Donc c'est là où il faut choisir quel sujet et quelle priorité. Aujourd'hui, sur AWS, donc ça fait complètement sens parce que c'est le premier fournisseur, il y a de la demande en Europe et en Afrique aussi, là où on est basé. Et puis il y a des beaux sujets qui arrivent, quoi. Mais on continue de sonder notre communauté tout le temps. Et puis avec ce genre de demande, hein, comme vous le faites, si jamais il y a des sujets qui émergent, on le fera. Et pour vous donner un exemple, hein, on avait commencé avec le cloud et AWS. Et puis à un moment donné, chaque fois qu'on formait des apprenants, ils nous disaient, mais est-ce que vous faites du DevOps? Non, on ne fait pas du DevOps. Est-ce que vous faites du DevOps? Non. Est-ce que vous faites du DevOps? Non. Bah, au bout de la 5e ou 10e fois, on a commencé à travailler sur des parcours DevOps. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos parcours les plus qualitatifs et les plus reconnus. Et on a des apprenants débutants ou expérimentés, basés en Afrique et en Europe et en Amérique d'ailleurs. J'en vois un qui pose des questions depuis tout à l'heure, qui est actif et qui a suivi mon parcours aussi, qui suivent ces parcours. Et on est content que ça les aide dans leur quotidien, dans leur carrière professionnelle. Voilà. Frédéric, vous me direz si j'ai répondu à la question. Winnie, j'ai un profil de juriste qui s'intéresse à la gouvernance de l'intelligence. C'est vachement intéressant. Dans la AI practitioner, il y a ces aspects-là, dans la partie responsible AI. Après, la majorité de cette certification, elle va être quand même technique. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Je pense qu'il va y avoir des concepts qui vont être techniques où là, vous allez devoir peut-être travailler un peu plus quoi, que les autres. Je pense que ça peut être intéressant. Encore une fois, avant de créer ce cours, je voyais sur LinkedIn, il y a énormément de commerciaux de chez AWS qui ne sont pas techniques, mais qui ont passé la certif et qui l'ont réussi, quoi. Donc, qui n'ont pas des backgrounds techniques. Comme je vous disais, voilà, ce n'est pas obligatoire d'être technique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller.
Maintenant, est-ce que c'est plutôt technique? Donc, c'est très technique, mais il y a des parties sur la partie responsible AI, la partie compliance, je pense qui pourraient vous intéresser. Et puis, je pense que c'est bien d'être curieux et de comprendre un petit peu les concepts techniques si jamais vous souhaitez évoluer dans ce domaine-là. Merci Oussama, merci beaucoup et puis à bientôt. Anouar, en tant que Head of Pre-Sales actuellement, est intéressé par des rôles business, quelles pistes sont conseillées? Ah, mais c'est une bonne question. Alors, j'ai du mal à répondre. Vous êtes Head of Pre-Sales, donc plutôt à la fois technique et business. Hein, en Pre-Sales, généralement, c'est cette double casquette. Et vous souhaitez plutôt aller vers des rôles business, hein, de ce que je comprends, hein, pour le coup. Et quelles pistes sont conseillées? La question, elle est challenging parce que des pistes pour aller vers la partie business, c'est ça? Vous me direz, hein, pour le coup. Sur la partie technique, je pourrais répondre, mais sur la partie business, si j'essaie de répondre, je dirais peut-être dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des opportunités d'aller plus dans la partie business? On sait que quand on est technique, très souvent la partie business aussi intéresse moins, mais peut-être s'intéresser beaucoup plus à cette partie-là et peut-être regarder des rôles de bizdev, de business developer. C'est des rôles où la partie technique va nous aider, mais on va être très business aussi. Et donc, si on a un background technique, généralement, quand on est au business developer chez les fournisseurs et les éditeurs, c'est des profils qui ont cette double casquette-là. Donc, quelqu'un qui a fait du pre-sales, ça peut faire complètement sens, quoi. Donc, si j'essaie de répondre avec les moyens du bord, on va dire à noir. Donc, business dev, peut-être peut-être management aussi, mais là, peut-être qu'il y a moins de business. Ça va dépendre du rôle aussi, pour le coup. Sinon commercial. Mais ça, très souvent, c'est assez rare d'avoir une pure technique qui va vers du commercial. Mais au pré-sales, je pense que en tant que pré-sales, vous pourriez basculer de l'autre côté pour le coup. Donc ça c'est déjà vu. Mais ça se voit assez souvent. Si c'est des pré-sales qui ont un fort business acumen, je pense que c'est quelque chose euh, qui est complètement possible. Winnie, j'ai un profil de juriste, mais ok, ça j'ai répondu. Je suis à Yaoundé, j'ai remarqué que le paiement par carte Visa n'est pas autorisé. Ah, ça c'est Abdou Karim. Abdou Karim, tu es là? C'est le responsable de plateforme qui s'en occupe. Est-ce que tu veux dire un mot, Abdou Karim? Alors, Abdou Karim, pour vous le présenter, hein, je ne sais pas s'il va mettre la caméra ou pas. C'est vraiment lui qui s'occupe de toute la plateforme lecladfacile.com. Donc, il est dans l'ombre, mais il fait un travail exceptionnel et remarquable pour le coup que je tiens à saluer. Donc, si la plateforme est open running et qu'il y a les cours, tout ça, c'est vraiment lui le responsable. Et on le remercie tous pour ça. Par rapport au Cameroun, tu voulais dire quelque chose, Abdou Karim? Je pense que c'est le prestataire qui ne l'autorise pas, c'est ça? Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, merci Amadou pour la présentation d'abord. Donc oui, concernant ça, c'est le prestataire qui ne l'autorise pas pour le moment, mais on est en train de travailler pour que ça puisse être réglé, quoi. Donc, mais pour le moment, je vous invite à passer un tour sur la plateforme. Il y a des cours qui sont voilà, gratuits. Vous pouvez débuter, commencer et voilà, aller de plus en plus crescendo. Ou alors, il peut passer par Stripe, non? Il y a le paiement Stripe aussi, non? Exactement, il y a le paiement par Stripe qui est disponible dans tous les pays. Donc, si vous avez une carte bancaire qui est valide, vous pouvez l'utiliser. C'est juste sur la partie mobile money qui est pour le moment disponible qu'au Sénégal. Ok. C'est ça. Super, merci Abdou Karim. Hein. Donc en résumé, Uni, en fait, c'est possible. Ça dépend au moment de prendre le cours sur LCF, il y a, je pense, deux processeurs de paiement. Il y en a un qui s'appelle Stripe et l'autre, c'est Payedunia, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de faire du mobile money en plus de la carte bancaire. Si vous choisissez Stripe, qui est connu pour le coup, Stripe, je pense que c'est une boîte américaine, il n'y a pas de problème, vous pouvez payer par carte bancaire. C'est ce qu'Abdou Karim dit. Exactement. C'est juste au moment du processus, laissez la devise en euros. Comme ça, quand vous faites le check-out, il va continuer et vous rediriger directement vers Stripe. Donc, vous pouvez renseigner vos informations de carte bancaire et vous pouvez voilà, continuer le paiement avec Stripe. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, Abdou Karim. Merci, merci à vous. Alors, je vais prendre encore deux, trois questions. Je sais que c'est l'heure du lunch chez vous. Et je ne vais pas trop déborder. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de voir toutes les questions. Chaque fois, je dis avec l'équipe, il faut qu'on fasse juste un webinaire, juste avec des questions-réponses, pour le coup. Qu'est-ce que... Alors, Anouar, j'espère que j'ai répondu, ou j'essaie de répondre en tout cas, n'hésitez pas. Momodou Sako, je suis DevOps junior, mais je ne trouve pas de boulot, car on m'a dit tu n'as pas d'expérience sur le domaine. Comment faire? Ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu partout, hein. Pas d'expérience, pas de boulot compliqué, donc pas de boulot, on ne peut pas avoir d'expérience. Euh, je pense que le truc qui peut marcher, c'est de builder aussi. En tout cas, les feedbacks qu'on a, c'est vraiment d'avoir des opportunités de créer, de créer des choses, quoi, avoir des side projects ou de builder un portfolio de choses que vous avez créé vous-même et d'être capable de le démontrer, peut-être dans des entretiens, dire j'ai créé ça, j'ai mis ça en place, etc., etc. Et puis les certifs peuvent aider aussi qu'on a dit, hein, pour le coup. Euh, Parfois, si on a un profil, même s'il n'a pas d'expérience, mais on a vu qu'il a fait du Learn and Be Curious et qu'il a plusieurs certifs, bah, pour le recruteur, c'est voilà, c'est quelque chose aussi qui est important de voir que c'est une personne qui a quand même fait l'effort de se certifier à des certifications internationales. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre et à qui on peut donner la chance. Je ne sais pas où vous êtes basé, mais par exemple, hein, chez EcoSénégal, il y a quelque chose qui s'appelle AWS Restart où ils prennent des jeunes et puis ils les forment sur le cloud sur AWS. À la fin, ils sont certifiés. Ils ne trouvent pas tous du boulot derrière, mais généralement, il y a une bonne partie qui est recrutée par des entreprises parce qu'ils ont eu cette certification-là. Donc, ça, voilà, ça, c'est un accélérateur. Et puis, généralement, ils arrivent quand même à trouver des opportunités. Donc, voilà, on sait que c'est pas facile. Et nous, on travaille derrière chez leclubfacile.com à vous aider, des profils comme vous, à vous former. Et puis, j'espère d'ici fin d'année annoncer aussi des bonnes nouvelles sur toute cette partie talent, en fait, recherche d'opportunités. Voilà, il y a des solutions sur lesquelles on est en train de travailler. On espère qu'on pourra lancer ça d'ici fin d'année. Alors, Winnie, vous n'avez pas compris ma réponse à la première question. Et la première question, c'était quoi? J'ai un profil de juriste. Je m'intéresse à la gouvernance de l'IA. Quelle certification peut être adaptée pour moi? Ah, je dirais la AI Practitioner, pour le coup. Ce serait la plus adaptée, même si quand même elle reste technique. Donc, pour le coup. Donc, moi, j'ai peur qu'elle soit un peu trop technique, mais si on cherche une qui est la plus adaptée, bah, je pense que ce serait celle-là, en fait. Maintenant, ce que je vous recommande quand même, c'est de regarder dans l'écosystème plus large, plus global, s'il y a des choses qui sont beaucoup plus orientées pour les juristes. Si jamais c'est la partie gouvernance de l'IA qui vous intéresse. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se créent autour de ça. Il y a de vraies questions, de vrais challenges dessus. Donc, les certifications AWS, ça reste quand même technique pour le coup. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure réponse que je puisse donner sur cette question-là. C'est peut-être pour ça que c'est pas clair d'ailleurs, pour le coup. Désolé. Bravo à l'équipe SF. Merci Momodou Sako. Merci Ahmed Diogou. On est très contents. Merci beaucoup de vos feedbacks. Ça fait très plaisir. Merci pour les conseils. Je suis à Paris. Merci beaucoup pour le support. On est très contents. La certification couvre le côté théorique. Beaucoup de théorie, un peu de pratique quand même, mais ça permet de bien comprendre les concepts de l'IA, du ML, du deep learning, de comprendre les principaux services autour de l'IA générative dans AWS. Moi, je recommande, honnêtement, oui, parce que ça donne une bonne base et puis ça donne envie, quoi. Et puis surtout, on a peur, quand on va AI Practitioner, si on n'a jamais fait, on se dit, ah, bah, c'est de l'IA, c'est pour les mathématiciens et les ML ingénieurs, mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Ah, merci Aminou, merci beaucoup. Je n'étais pas trop en forme aujourd'hui, mais merci, ça fait plaisir. En tout cas, je pense on peut s'arrêter là. On est arrivé au bout du timing. On est arrivé également au bout des questions. J'espère vivement que ça vous a plu. Je vous encourage à vous certifier, à apprendre. Je vous encourage également à nous suivre sur LinkedIn. Vous tapez leclatfacile.com.
ou alors vous allez dans la communauté WhatsApp. Je pense qu'Abdelkarim a partagé le lien. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de démocratiser l'apprentissage du cloud, de l'IA, du DevOps et de ces nouvelles technologies, que ça soit simple pour tout le monde de se former facilement avec du contenu de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on crée du contenu sur Udemy. On sait que beaucoup de gens nous connaissent de Udemy, ensuite viennent découvrir la communauté LCF, viennent dans le groupe WhatsApp ou de suivre. On est très content de ça. Et en tout cas, moi, je vous remercie énormément aussi pour les super feedbacks que vous nous laissez sur Udemy et sur les autres plateformes. Merci beaucoup, Gando. Merci beaucoup à vous. Et puis, le recording, on le mettra sur la chaîne YouTube si jamais vous souhaitez voir et revoir ce webinaire. Et puis, bonne chance pour votre prochaine certification AWS.